Bonjour, alors bienvenue à cette cinquième rencontre du cycle François Hacher, cinquième et avant-dernière rencontre, qui sera consacrée aujourd'hui à la question «Quelle démocratie pour la société hypermoderne?» présentée par Pierre Vels. On a vu à travers les conférences précédentes et puis à la lecture des livres de François que sa théorisation de la société hypermoderne posait clairement la question de la démocratie à de nombreux instants. Il avait abordé déjà, à travers l'analyse des inégalités sociales ou des conceptions du service public, bien évidemment à propos de l'analyse du contexte institutionnel et en particulier penser aux institutions d'agglomération, dont il avait traité dans un ouvrage précédent important qui était La République contre la ville, essai sur l'avenir de la France urbaine, paru en 1998. Mais c'est incontestablement l'un de ses derniers livres qui s'appelle La société évolue, la politique aussi, que François a réuni et théorisé et synthétisé toutes ses réflexions sur cette société hypermoderne et la démocratie. Euh, la relecture de Pierre Vels est extrêmement importante parce que Pierre Vels, lorsqu'on lui a remis son Grand Prix de l'urbanisme en 1917, avait signalé en introduction les trois domaines qu'il avait attirés au début dans sa carrière professionnelle, à savoir l'amour des villes et des territoires, l'amour des sciences et des techniques, l'amour de l'enseignement et de la recherche. Trois domaines qu'il a réellement investis tout au long de sa carrière et sur lesquels il a publié de nombreux ouvrages. Alors, j'en citerai simplement quelques-uns qui sont la, la société hyper-industrielle, qui sont l'économie de la connaissance de ces territoires, le nouveau monde industriel, et puis beaucoup plus récemment, sortir du monde thermofossile, Saclay, genèse et défi d'un grand projet autour de l'aménagement du campus de Saclay, et son dernier ouvrage, La France des territoires, défis et promesses, 2019. Son dernier ouvrage étant L'économie désirable, sortir du monde thermofossile. La vision de Pierre Vels par rapport aux travaux de François, à mon avis, une importance à souligner. Et moi, je tiens à dire que la manière dont on le présente habituellement en tant qu'ingénieur, urbaniste, économiste et sociologue, pour moi, la dimension d'ingénieur est extrêmement intéressante parce qu'elle lui a donné le goût très tôt de cette passion pour la connaissance et aussi les sciences et les techniques que partagera très largement, pas de la même manière, pas dans les mêmes domaines, mais que partagera très largement François. Donc, je tiens à souligner cette dimension et l'effet de cette formation d'ingénieur qui me paraît tout à fait intéressante pour dialoguer. D'autre part, nous avons demandé, nous, le comité d'organisation, à savoir Alain Bourdin, Mireille Appel-Muller, Jean-Baptiste Marie et moi-même, nous avons demandé aux différents intervenants lorsqu'ils procédaient à une relecture ou un débat sur les travaux de François, de les situer toujours un peu dans le temps, de voir ce qui, à leurs yeux, continue d'être tout à fait valable et légitime, et ce qui, par ailleurs, a évolué en posant de nouvelles questions. Dans cette démarche, Pierre nous propose deux points qu'il va développer particulièrement. Le premier, c'est les mutations lorsque je parle de François, vous m'excuserez.
Les premiers, c'est comment ces analyses formulées il y a 10 ans demeurent toujours éclairantes, en particulier dans le domaine de développement durable et aussi de l'emploi des nouvelles technologies dans sa relation au populisme. Pierre, eh ben, écoute, je vais te laisser la parole, c'est peut-être le plus simple, et nous reviendrons ensuite sur un certain nombre de points. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui? Bon, parce que je suis dans un endroit un peu reculé. C'est d'ailleurs la faute de François et d'Elisabeth si on est dans cet endroit un peu reculé, où, à la moindre tempête, l'Internet saute. Et comme il y a un peu de Mistral de temps en temps, voilà. Alors merci à Elisabeth pour tes mots d'introduction. Merci aux organisateurs. Moi, je suis un peu ému aussi de m'insérer dans cette série d'hommages à François. Tu as évoqué le rapport de François à la technologie. Le paradoxe, c'est que François était beaucoup plus technophile que moi, d'une certaine façon, hein, malgré ma formation d'ingénieur. En tout cas, on a le même intérêt, je crois, pour rentrer un peu dans les boîtes noires des techniques. Mais la grande différence, c'est que lui faisait toujours partie des early adapters, comme on dit, des gens qui y avaient, chaque fois qu'un truc nouveau sortait, il l'avait, alors que moi j'étais toujours en queue de peloton. Hein. Par exemple, François avait fait installer sur sa voiture, tu me dis si je me trompe, Elisabeth, je ne te vois plus, mais une antenne à un moment donné, et donc c'était bien avant le portable. Et moi, j'ai eu très longtemps avant d'avoir un smartphone, j'ai eu une espèce de Nokia tout à fait collector. Bon, c'est très difficile de parler des travaux de François sans évoquer l'homme qui était François. Mais enfin, on va essayer de faire un peu un mélange des deux. Pour moi, ce qui caractérisait quand même François, il y avait beaucoup de choses, mais une des grandes caractéristiques, c'est quand même son insatiable et universelle curiosité pour toutes sortes de sujets. Effectivement, tu as cité, ça allait de la technologie à la politique, à la philosophie, enfin, ce qui fait que je pense qu'il avait du mal à s'inscrire dans les disciplines universitaires traditionnelles. Ça n'a pas empêché de faire une belle carrière. Et puis, il y avait aussi chez François cette gourmandise de la vie de manière générale, ce grand optimisme, et en particulier cette gourmandise des idées, quoi, du commentaire. On parle de modernité réflexive, on a évoqué ça dans les conférences précédentes. Il y avait chez François le goût de la modernité, on vient de dire, et puis il y avait aussi ce côté réflexif qui fait que il aimait toujours commenter, y compris les choses de la vie quotidienne. Un match de tennis ordinaire avec François se transformait après coup, c'est là que ça devenait intéressant, en une espèce de saga où il décryptait des stratégies qui fait que eh bien, notre match, qui était, bon, quand même, on était très, très peu sportifs l'un et l'autre, faut bien le reconnaître. Moi, je tapais dans la balle comme un bourrin, sans rien voir, et François, après, reconstituait le match comme si c'était Lendl-McEnroe, le 10 juin 1984, j'ai vérifié la date, qui a été quand même un des plus grands matchs que je vous invite à regarder si vous aimez le suspense. Donc voilà, François était joueur, mais il n'était pas cynique, quoi. Il avait un rapport au fond quand même très, très sincère aux choses, même s'il était joueur. Alors je vais vous parler un peu de François et de la politique, et François et le politique. François, comme il était joueur, il aimait le jeu de la politique, la politique politicienne, même on peut dire, mais ça, il le commentait en privé. Il a très peu écrit sur ce sujet. Il aimait ce côté jeu et stratégie. Il avait évidemment pris beaucoup de recul par rapport à ses années militantes, mais qui restaient très présentes, je pense, dans ses motivations. Et son moteur de fond restait, ça j'en suis convaincu, profondément politique. Au fond, c'était
comment améliorer cette société, la rendre plus juste et plus humaine, etc. Mais c'est des mots que je crois qu'il avait été vacciné un peu contre le pathos de ces grands mots, un peu, et donc il abordait ça de manière extrêmement sobre et rationnelle, mais sans pour autant, je pense, perdre sa motivation de fond, qui était celle, au fond, on va dire, d'une gauche régénérée, parce qu'on voyait bien à travers l'histoire de notre génération que les choses n'avaient pas été vraiment comme on l'avait espéré dans nos plus jeunes années. Voilà, alors à l'origine, on m'avait demandé de parler de Métapolis, tout ça, mais bon, moi j'ai préféré faire un peu ce pas de côté, y compris par rapport à ma propre zone de confort, pour vous parler, donc, comme tu l'as dit, Elisabeth, de ce dernier livre, hein, enfin avant-dernier, mais qui s'appelle, je ne sais pas si on voit, hein, La société évolue, la politique aussi, qui parle de la place de la politique et du politique. Je vais revenir sur cette distinction dans la société hypermoderne. Ce n'est pas le livre le plus facile de François. Il est même assez trapu, enfin par moments, pas difficile à lire parce que très clair, mais quand même très très dense. Et au fond, c'est un peu, moi je l'ai lu comme une espèce un peu de bilan, où il faisait le point en mobilisant avec beaucoup de maestria toutes sortes de théories, enfin les grands concepts de la philosophie politique, mais aussi des analyses politistes plus empiristes, et qui aborde une série de sujets qui étaient essentiels pour lui dans tous ses travaux sur la ville et sur d'autres sujets, mais qui restent essentiels pour nous. Je les énumère rapidement. La question des droits qui deviennent, s'individualisent, et avec le problème du passage des droits à liberté, des droits formels, aux droits créants, c'est-à-dire à la capacité de mettre en œuvre effectivement ces droits. L'application à la mobilité, évidemment, est évidente, quoi, entre le droit formel à la mobilité et le fait de pouvoir effectivement exercer ce droit, s'ouvre toute la question des politiques de transport. Il aborde la question de la représentation politique dans une société d'individus désormais multi-appartenants qui vivent à cheval sur plusieurs territoires, mais aussi à cheval sur plusieurs cultures, sur plusieurs référentiels. Et donc, tu as évoqué, Elisabeth, la fameuse question des périmètres, des intercommunalités, etc. J'en parlerai très peu parce qu'au fond, d'abord, c'est un peu déprimant parce que ce que François écrivait sur ce sujet, la nécessité d'urbaniser la République. Quand on relit ça maintenant, il le disait, on était nombreux à le dire, il faudrait quand même un beau jour qu'on arrive à avoir un système qui fonctionne vraiment, c'est-à-dire par exemple avoir des intercommunalités qui soient élues au suffrage universel direct. Ça, c'était un de ces grands combats. Malheureusement, comme vous pouvez tous le constater, c'est des choses qui n'ont pas bougé. Mais cette question de la représentation politique, elle est plus profonde que ça. Elle concerne vraiment la façon dont le politique, les élus et les autres formes politiques peuvent vraiment représenter, au-delà de cette simple question de périmètre, les attentes et les aspirations d'un ensemble d'individus qui sont devenus beaucoup plus difficiles à ranger dans des grandes catégories et qui relèvent à chacun d'entre eux de sphères multiples. Il y a la question justement des différentes sphères de justice, qu'il appelle les différentes sphères de justice, en relation avec Walzer et d'autres, et la nécessaire différenciation, ça c'est très important, il y a des passages très intéressants dans le livre là-dessus, la nécessaire différenciation des principes de justice sociale selon les domaines. On ne peut pas appliquer les mêmes principes à tous les domaines parce que ça devient extrêmement… Et donc, on est quand même, comme la justice, d'autre part, est un peu une idée indivisible, ça devient compliqué d'articuler ces choses-là. Il y a un excellent chapitre là-dessus. Il parle de la question de l'expertise, qui est quand même aujourd'hui très, très forte actualité, celle du rôle de l'État.
dans ce qu'il appelle, alors d'un terme qu'il ne reprendrait peut-être pas aujourd'hui dans les mêmes mots, qu'il appelle, je mets les guillemets, le capitalisme de la connaissance et de l'environnement. Bon, alors, je trouve que ce livre est trop peu cité hein, dans les livres de François, peut-être parce qu'il est un peu moins accessible que d'autres, mais à mes yeux, ça illustre aussi le fait que, d'une certaine façon, François a peut-être été un peu, aux yeux de son public et de la sphère publique de manière générale, peut-être un peu trop enfermé dans le champ de réflexion strictement urbain. Non pas que je considère que c'est un champ secondaire, c'est un champ évidemment essentiel, je ne vais pas prétendre le contraire, mais ça ne rend pas complètement justice à l'ampleur de ses apports pour comprendre la société. C'est ce que j'ai écrit dans le petit texte pour Urbanisme, où je pense qu'en relisant François, on comprend surtout que ça a été un des grands analystes de notre société de manière générale, au-delà de ses livres évidemment importants sur l'urbanisme. Alors, l'idée centrale de ce livre, qui s'appelle donc La société évolue, la politique aussi, c'est une idée assez simple. Au fond, ce qui ne va plus, pour François, ce qui se cache derrière la crise du champ politique, c'est le décalage croissant entre le politique et les transformations au fond de la société. Le politique, il le définit comme ça, l'ensemble des institutions et dispositifs qui assurent le fonctionnement et la régulation de la société. Donc, le politique, ce n'est pas la politique. Le politique, au fond, c'est le cadre, c'est le terrain de jeu de la politique, des choix qui sont opérés par les responsables politiques, aussi des luttes de pouvoir afférentes. Donc, au fond, on a un peu trois termes. On a le politique comme cadre institutionnel et dispositif, ce n'est pas simplement les institutions, hein, mais avec une certaine stabilité, la politique, et puis les évolutions de fond de la société, ce fameux processus dont on a largement parlé déjà au cours des conférences précédentes, un processus d'hypermodernisation. Voilà. Alors, au passage, d'ailleurs, on peut dire qu'on n'est pas très loin de la vision marxiste de la société à laquelle François est resté attaché toute sa vie. On pourrait dire vision un peu du type infrastructure et superstructure, à ceci près que l'infrastructure pour François, ce n'est pas simplement l'économie, comme dans une certaine vulgate marxiste, c'est au fond c'est cette organisation d'une société en voie d'hypermodernisation. Je vais couper mon téléphone, parce que sinon il va m'embêter, enfin je vais l'éloigner. Voilà. Alors, je rappelle quand même, parce que la pédagogie est à base de répétition, que l'hypermodernisation, pour François, c'est une vision très claire et assez simple, sans être simpliste. Je rappelle les quatre piliers, hein, individualisation et socialisation, à ne pas séparer. Deuxièmement, le fait que nous vivons simultanément, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, dans différentes sphères, qui aujourd'hui ne coïncident plus naturellement, comme elles coïncidaient dans les sociétés traditionnelles, et qui nous amènent aussi à jongler avec des valeurs, des codes différenciés. C'est ce que François appelait la société hypertexte. Le préfixe hyper n'ayant pas du tout le même sens dans hypermodernisation et dans hypertexte. Quatrième pilier, le processus de rationalisation, en particulier sous la forme réflexive. Là, on est très wébérien, si on veut. Et puis, le quatrième point, le double mouvement. François parle de mercantilisation, moi je parle plutôt de marchandisation, peu importe. Et la régulation, là aussi la dialectique entre plus de marché et plus d'État. C'est très... Je signale au passage que c'est quand même une formulation extrêmement concise et très pédagogique, qui dit un maximum de choses. Et pendant d'assez nombreuses années, on avait pris l'habitude à l'IEDAT, Institut des hautes études d'aménagement du territoire, un des rares dispositifs novateurs que François n'ait pas mis en place. Mais on avait pris l'habitude de l'inviter toujours en ouverture de la première séance parce que ça cadrait parfaitement le sujet et les auditeurs et auditrices de l'IEDAT étaient ravis d'avoir comme ça ce cadre très clair pour se guider ensuite dans le labyrinthe de nos autres propositions.
Alors, voilà, donc l'idée, le livre, c'est de nous expliquer comment ne colle plus avec les institutions et les dispositifs de la base du politique, eh bien, ces différents mouvements, et c'est sur les grincements, les craquements au fond qui se font entre ces mouvements de fond de la société et les institutions et les dispositifs politiques qu'il faut chercher, selon François, la source de la crise du politique pour sortir des impasses et des piétinements qu'on constate aujourd'hui. Alors, je reprends deux exemples qu'il donne. Par exemple, pour l'école, il nous dit le problème n'est pas seulement d'ouvrir l'école telle qu'elle est aujourd'hui à plus de diversité sociale, à moins de reproduction sociale, mais de repenser le programme institutionnel de l'école. Ça, c'est un concept que François utilise, qu'il a, je pense, en partie repris à François Dubay, qui, je reparlerai tout à l'heure, qui l'utilise également. Mais programme institutionnel, ce n'est pas la même chose que simplement l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est ce qui est sous-jacent. Ce programme institutionnel, aujourd'hui, ne donnant pas à la vocation sociale de l'école une place véritablement importante. Au fond, c'est un truc dérivé. Il dit on pourrait imaginer une école dont le programme institutionnel serait repensé pour dire que sa vocation sociale est non pas secondaire, mais essentielle. Ça s'applique parfaitement aussi à la question des transports et de la mobilité. François a une belle formule, il dit qu'il faut passer d'une politique du transport social, hein, c'est-à-dire notamment les transports collectifs qui s'adressent aux gens qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture, à une politique sociale des transports. Pas du tout la même chose. Politique sociale des transports qui, elle, réarticule, ça c'est un des grands sujets de François, et il est d'actualité ô combien aujourd'hui, enfin d'ailleurs, pour entendre dire, réarticule le transport individuel, la voiture automobile et le transport collectif. François a toujours considéré que cette opposition était une façon simpliste de voir les choses, et il s'est fait d'ailleurs, il a toujours été considéré un peu comme provocateur de dire non, l'automobile n'est pas le diable, l'automobile n'est pas anathémisée, comme on l'a beaucoup fait, d'abord lui adorait les voitures. Et puis, l'automobile, c'est un moyen de transport. Simplement, il faut le faire c'est un moyen de transport indispensable, et ça reste vrai, par exemple, dans les zones peu denses. Simplement, il faut le concevoir dans un ensemble cohérent avec le transport collectif. Il faut, bon, voilà. Et ça, je pense que François serait content de voir qu'aujourd'hui, enfin, cette problématique commence à être perçue à la fois du côté des transports collectifs et du côté du monde automobile, même s'il y a encore du chemin à faire. J'ai déjà parlé de la question des représentations territoriales par les collectifs. Donc, voilà, tout ça pour dire que ce livre, à mon avis, garde une très vive actualité et que toutes ces réflexions mériteraient d'être poursuivies. Hein, parce qu'il faut bien reconnaître que les analyses dont on dispose aujourd'hui sur la crise du politique restent souvent quand même un peu autoréférentielles, enfermées dans la sphère du politique. Les politistes, les spécialistes de sociologie politique, etc., ils ont tendance à raisonner sur une espèce de sphère qui serait la sphère du politique. Mais ce lien profond entre la crise du politique et les transformations de base de la société, il est fait évidemment, mais pas autant qu'il le faudrait. On va faire par exemple le lien entre des évolutions économiques et sociales particulières et des formes politiques. Par exemple, on va dire il y a aux États-Unis la crise de la classe ouvrière blanche traditionnelle dans le Rust Belt, etc., et la montée de Trump. On va dire il y a les gagnants et les perdants de la mondialisation, des choses un peu macro comme ça. Mais le lien profond qui existe entre les changements structurels, cette émergence d'une société d'individus qui sont à la fois de plus en plus déliés, de plus en plus interdépendants, qui sont multi-appartenants, etc. Et au fond, assez peu exploré, je trouve. Même si le diagnostic lui-même sur la société, l'hypermodernisation de la société est quand même, lui, assez partagé, avec des vocabulaires variés, des accentuations différentes. Hein. Bon, on pourrait citer de Gaucher à Ehrenberg, en passant par Dubay et bien d'autres. Alors, je ne vais pas rentrer plus avant dans le détail du livre, j'ai déjà été relativement long là-dessus, je vous invite à le lire,
Mais je voudrais au passage aussi ici quand même souligner ce qui est réjouissant dans ce livre, comme dans tous les travaux de François, c'est cette capacité de s'attaquer aux vaches sacrées, hein, tous ces poncifs. Alors, par exemple, il a des phrases très très dures sur la notion de mixité urbaine qui ferait se dresser les cheveux sur la tête de beaucoup d'urbanistes bien pensants aujourd'hui. J'ai déjà parlé de l'excommunication de la voiture et de la maison individuelle qui hérissait profondément François, comme moi d'ailleurs, de la densité comme réponse à tous les mots. Enfin, quelquefois, je me dis que dans notre époque, où cette noble langue très bien pensante aussi est en train de se répandre, avec des mots comme résilience, inclusion, sobriété, etc., que j'utilise aussi. Hein. Le côté décapant de la pensée de François nous ferait dire. Donc, livre actuel, à méditer, énormément d'écho dans notre actualité, mais en même temps, et c'est là-dessus que je veux en venir maintenant, cette lecture m'a fait réaliser, je pense que d'autres auraient probablement la même réaction, m'a fait réaliser en même temps l'étendue incroyable des changements qui se sont produits depuis la sortie de ce livre. Et grosso modo, la mort de François. On se rend compte que depuis une dizaine d'années, on a beaucoup vu de changements dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'économie, etc. Mais peut-être, ce que retiendront les historiens, c'est peut-être que c'est un moment de bascule très important et pas tellement rassurant, je pense, dans le domaine du politique. C'est ça que je voudrais un petit peu expliquer maintenant. François, au fond, est fondamentalement rationaliste et optimiste, les deux à l'ensemble, et on est un peu dans une époque où l'irrationnel ressurgit de partout et où le pessimisme domine. François est mort à une époque, enfin en tout cas a écrit le livre, à une époque où le Brésil était encore dirigé par Lula, où Obama partait à la conquête de la Maison-Blanche, où la Pologne était dirigée par des libéraux. Je ne sais pas quelle serait sa réaction face à ce monde de Bolsonaro, Duterte, Modi, Orban, Kaczynski, Erdogan, etc. Je ne vais pas vous casser le moral, mais on pourra allonger la liste. Et je pense que François, comme nous, aurait pensé que Trump était impensable. C'est ce qu'on a tous pensé, enfin, beaucoup, quand il a fait sa première campagne. Et que non seulement il n'est pas impensable, mais qu'il risque de revenir sous une forme ou sous une autre. Alors, je voulais vous lire une page, un petit extrait du livre au tout début, page 12. Il y a curieusement un accord croissant dans les pays occidentaux, tout au moins, sur le type d'avenir qui est envisageable, à défaut d'être enthousiasmant. La défaite en Europe du soviétisme d'une part, des régimes autocratiques réactionnaires d'autre part, oui, a créé une sorte de vaste espace commun pour une représentation d'un avenir plausible et acceptable à certaines conditions. Dans les pays anciennement développés, l'avenir réaliste souhaitable que chacun espère pouvoir négocier dans les meilleures conditions pour lui-même et pour ses enfants semble fait d'un capitalisme dynamique, d'un chômage réduit, d'une protection sociale efficace, de possibilités de choix individuels nombreux dans tous les domaines, etc. Voilà. Alors, je pourrais continuer. C'est pas la thèse simplement de la fin de l'histoire, mais quand même, on avait l'impression d'être entré dans une période un petit peu ennuyeuse sur le plan politique, où il n'y a plus trop de différence entre la droite et la gauche, et où, au fond, les projections dans lesquelles on pouvait se situer étaient relativement banales, rassurantes, à défaut d'être enthousiasmantes. En 2006 ou en 2007, je crois qu'on est très nombreux, on aurait été très nombreux à pouvoir citer ces lignes, tant il nous semblait évident que l'ère des grandes convulsions, des débats radicaux était derrière nous et qu'il y avait maintenant un consensus quand même très très large autour de ce qu'on appelait les valeurs démocratiques, sans trop s'interroger sur ce terme qui allait de soi.
Alors, François était parfaitement conscient du fait que ce qu'il décrivait comme le processus d'hypermodernisation, les quatre éléments évoqués tout à l'heure, en particulier l'individualisation et la multi-appartenance, était loin d'être porté également dans l'ensemble de la société. Il le dit très clairement, c'est certaines catégories, en gros les urbains éduqués, pour faire très bref, qui en formaient vraiment l'avancée. Pour parler d'avant-garde, ce ne serait pas le bon mot, mais que ce processus allait probablement s'étendre progressivement à l'ensemble de la société, de même que les modes consommateurs nouvelles apparaissent en général chez les plus aisés avant de se démocratiser, entre guillemets. On pourrait peut-être résumer une partie de l'histoire de la dernière décennie en disant que, en fait, cette hypermodernisation, loin de se diffuser, elle passe mal. Et elle suscite, dans une grande partie de la population, plus d'anxiété et de ressentiment que d'adhésion. À cet égard, je voulais annoncer, très intéressant de lire en contrepoint de François, l'excellent livre que je vous recommande chaudement aussi de François Dubet, qui s'appelle Le temps des passions tristes. Le titre n'est pas très engageant, le contenu non plus, malheureusement, mais je pense que c'est quand même une analyse extrêmement fine et pertinente. Le point de départ de l'analyse, au fond, de François Dubet est assez proche de celui de François Hacher. C'est que la fin des grandes inégalités de classe, la diffraction de ces inégalités qui étaient lisibles et collectives vers une multitude d'inégalités individualisées et correspondant à des sphères de justice différentes. C'est quand même assez proche. Désormais, on n'est pas inégal de manière générale, mais on est inégal en tant que femmes, jeunes, vieux, rurins, urbains, etc. Et donc, c'est une machine à multiplier les sentiments d'inégalité, même quand un certain nombre d'analyses vous montrent que les grandes inégalités monétaires, par exemple en France, sont plutôt en stagnation par rapport à d'autres pays qu'elles ne sont. Mais ce n'est pas tellement crédible, parce que les gens ne ressentent pas ça. Ils ressentent au contraire le fait que les inégalités sont multiples, en tout cas, et que je pense vraiment le sentiment dominant, malheureusement, hein, c'est celui du ressentiment. Comme dit François Dubet, ce ne sont pas les grandes inégalités en tant que telles, mais ce nouveau régime des inégalités vécu au plus près des expériences personnelles qui alimentent les mouvements que, faute de mieux, on appelle populistes. Alors, un autre rapprochement intéressant est celui qu'on peut établir avec le livre qui, moi, m'a beaucoup impressionné, que j'ai lu récemment, de Yascha Mounk, que vous avez peut-être lu, enfin dont je vous conseille la lecture. Je ne sais pas si on voit, donc ça s'appelle Yascha Mounk est un chercheur germano-américain très polyglotte qui vit maintenant aux États-Unis, et il a publié ce livre en 2018, donc c'est récent, et il a été traduit, il faut souligner ça, c'est assez rare, la même année, donc c'est aux éditions de l'Observatoire. Que dit Mounk? Il dit qu'on aurait tort de croire que la démocratie libérale telle qu'on la connaît est gravée dans le marbre, y compris dans les pays développés. Le livre, il l'a écrit quand même pendant la présidence de Trump, mais il a appuyé sur beaucoup d'autres choses. Et qu'on aurait tort de croire que cette démocratie libérale est sanctuarisée et consolidée, pour reprendre son terme, y compris dans nos pays développés. Et deuxièmement, que le lien, alors ça c'est un aspect très intéressant, je n'ai pas le temps de le développer, le lien qui nous paraît évident pour nous entre démocratie, c'est-à-dire les institutions qui sont censées assurer la souveraineté du peuple, et libéralisme, c'est-à-dire la protection des droits individuels, ce lien ne va pas de soi et se trouve même aujourd'hui en forte tension. C'est d'ailleurs pour ça que certains parlent
de démocratie illibérale ou antilibérale, peu importe. Donc, on reconnaît qu'on est dans des sociétés qui, d'une certaine façon, sont de moins en moins démocratiques pour deux raisons principales. Alors, il s'appuie beaucoup sur l'exemple des États-Unis. Je crois que l'exemple de la France est assez, heureusement, un peu différent. Le poids absolument gigantesque qu'a pris l'argent et les lobbies, puisque maintenant, la plupart des grands élus américains sont quasiment des représentants officiels, des gens qui les font élire, avec des sommes. Quand on a déréglementé le financement des campagnes électorales, c'était une grande catastrophe. Et puis, deuxièmement, la multiplication tous azimuts quand même de structures d'expertise que ça renvoie à ce thème que François aborde aussi, structures qui sont absolument nécessaires dans des sociétés modernes, mais qui, de fait, ne sont pas sous le contrôle du peuple, ni parfois des élus. Et ça, quand même, les gens s'en rendent compte. Je cite une phrase qui dit aussi longtemps que vous nous laisserez décider, eh bien, nous accepterons de croire que c'est vous qui gouvernez. Bon, une phrase un peu rude, mais qui quand même traduit un peu une forme de situation. Alors, j'avais prévu à ce stade, pour ne pas être trop ennuyeux, et puis je suis un peu trop long, et pour vous reposer un peu de la seule vue, Sophie Carré demande le titre du livre, il s'appelle « Le peuple contre la démocratie ». Ça ne va pas vous remonter le moral, hein, je vous préviens tout de suite. Alors, j'avais prévu à ce stade de vous montrer quelques chiffres, quelques résultats d'enquête qui concernent la France. Alors, Monk cite des choses sur les États-Unis qui sont tout à fait impressionnantes. Par exemple, quand on interroge les gens aux États-Unis par tranche d'âge sur est-ce que la démocratie est pour vous le meilleur des systèmes, eh bien, les vieux qui ont connu, qui ont entendu parler des situations d'avant-guerre, répondent massivement oui, mais les jeunes, pas du tout. Il y a une grande, en tout cas dans les expressions, un grand doute sur le fait que la démocratie serait toujours le meilleur des systèmes. La confiance des Français dans le système démocratique. La question, le régime démocratique est irremplaçable, c'est le meilleur système possible, ou au contraire, d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. Alors, réponse en février 2014. C'est une enquête qui est faite par Ipsos avec Le Monde, la Fondation Jean Jaurès et une autre fondation. Et voilà. Donc, vous avez quand même 24% des gens en février 2014 qui vous disent que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie. Et c'est beaucoup plus fort, en fait, si on prend non seulement le Front National, mais aussi la partie de l'extrême gauche. Ce 24%, il est monté en août 2019. Donc la question, hein, d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie, il est monté à 36%. Ce qui est quand même énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Français sur trois interrogé vous répond que d'autres systèmes peuvent être aussi bons que la démocratie. Moi, personnellement, c'est des chiffres que je ne connaissais pas. Ils sont parfaitement publics. C'est une enquête qui s'appelle Fracture française. L'intérêt s'est suivi sur pas mal d'années. C'est quand même très, très inquiétant. Un Français sur 10 estime que les élites agissent dans l'intérêt de la population. Les questions, les élites prennent le plus souvent des décisions qui vont dans l'intérêt de la majorité de la population. Réponse, 12%. Les élites prennent le plus souvent des décisions dont elles savent qu'elles ne vont pas dans l'intérêt de la majorité de la population. Réponse, 51%. La vision de la classe politique, ça on le sait, reste incroyablement négative. À la question « La plupart des hommes et femmes politiques sont corrompus », le taux de réponse est 62%. 2 Français sur 3 pensent que la plupart, c'est quand même bien la question, des hommes et des femmes politiques sont corrompus. Seuls 38% considèrent que ce n'est pas
la corruption des hommes politiques est un phénomène qui reste très minoritaire. Les hommes et femmes politiques agissent principalement dans l'intérêt des Français, 22%, hein, et les hommes et les femmes politiques agissent principalement pour leurs intérêts personnels, 78%. Bon, ce sont des chiffres que, personnellement, quand même, je trouve un peu effrayants. Pour conclure, voilà, je vais évoquer sur ce fond un peu sombre, deux thématiques très présentes dans la pensée de François et qui, là aussi, ont pris, je pense, une tournure inattendue en lien avec le constat général que je viens de faire. La première, c'est la question du numérique, ce qu'on appelait à l'époque encore les TIC. François n'a pas connu vraiment le smartphone. Ça paraît incroyable, mais le premier iPhone est sorti en 2007 et la vague inouïe du smartphone et des réseaux sociaux s'est surtout développée au cours de la dernière décennie. En 2007, le développement du numérique, de l'Internet, au fond, pouvait encore s'inscrire et s'inscrivait de fait dans le grand récit de la modernisation des décennies précédentes. On entrevoyait certains risques, et François les cite, mais le récit restait quand même fondamentalement positif. Et on voyait surtout les promesses formidables du numérique. Bon, aujourd'hui, on est un certain nombre, et moi j'en fais partie, à considérer que ces promesses sont encore très importantes. Mais là encore, quand on regarde les enquêtes et qu'on écoute un peu ce qui se dit au cours de soi, on voit à quel point le technopessimisme a gagné du terrain. Bon. On a appris un peu à nos dépens que le passage d'un monde qui était dominé, d'un monde économique et social d'ailleurs, qui était dominé par les effets d'échelle, le monde traditionnel, à un monde dominé par des effets de réseau, avec la puissance explosive des effets de réseau, le fait qu'on n'a rien de temps. C'est la grande différence entre les économies d'échelle et les économies de réseau. Hein. Saturer un espace, vous créez des effets de monopole, que tout ça entraînait en fait des effets négatifs dont on n'avait pas vraiment prévu l'ampleur. Concentration des richesses, montée des GAFA, de leurs équivalents chinois, les dérives orwelliennes, on peut dire quand même, pas seulement de la Chine, mais elles sont plus spectaculaires en Chine, mais enfin la question se pose partout quand même aujourd'hui de la protection de la vie privée, et puis surtout cette explosion incroyable des fake news, des théories complotistes, grâce à des processus d'auto-renforcement qui sont sur le marché des idées, qui sont liés justement à cette capacité explosive de croissance des réseaux. Alors, c'est bien analysé, notamment dans le dernier livre de Gérald Bronner, bon, qui a un titre un peu trop accrocheur, mais dont le contenu est quand même assez sérieux au fond, montre à quel point comme le marché des idées est devenu beaucoup plus grand et qu'en même temps, vous pouvez à l'intérieur de ce marché donc faire votre choix de manière beaucoup plus libre. Et après, vous avez tous les effets d'auto-renforcement qui fait que quand vous êtes rentré dans une chapelle qui croit à un complot donné, eh bien, vous arrivez à cette situation quand même aujourd'hui très, très difficile. Donc, bon, je pense qu'il va falloir du temps pour revenir à une vision plus balancée, parce qu'aujourd'hui, quand même, beaucoup de gens considèrent que l'Internet est devenu fondamentalement une nuisance. Mais en attendant, le divorce s'accroît entre les techno-optimistes et le récit dominant techno-pessimiste. Deuxième grande évolution, la montée, là aussi on pourrait presque parler d'explosion, de déflagration de la thématique écologique. Climat, biodiversité, etc. Bon, il y a 10 ans, on en était encore au stade où on parlait de développement durable avec cette idée un peu molle auquel on adhérait tous plus ou moins parce que ça nous arrangeait de dire bon, il y a les 3 piliers, il faut trouver des compromis intelligents entre ces 3 piliers. Je note que le développement durable est resté dans le vocabulaire administratif, mais enfin, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans cette situation-là. Et un monde où une poignée assez minoritaire d'experts criaient au feu depuis assez longtemps, mais où la majorité se contentait de ce concept un peu consensuel de développement durable. Alors depuis, on a entendu les rapports du GIEC, les rapports du groupe sur la biodiversité, les canicules, les tempêtes, et
au-delà de la péripétie politique que représente la montée des Verts, enfin qui est un peu un des symptômes, mais on a bien vu que les défis écologiques sont aujourd'hui au premier rang de l'ensemble de nos politiques, avec d'ailleurs, je le note, une dimension générationnelle extrêmement marquée. C'est très frappant là aussi dans les enquêtes de voir que eh bien, notre génération continue à être quand même beaucoup moins anxieuse sur ces sujets que les jeunes générations, qui évidemment se projettent aussi dans un avenir chronologique un peu différent. Je note au passage que si la France est dans l'enquête dont je vous ai parlé tout à l'heure et d'autres enquêtes et se situe vraiment parmi les pays où la défiance vis-à-vis du politique, la défiance vis-à-vis de la mondialisation, la volonté je ne vais pas citer les chiffres de volonté de besoin d'un homme fort, d'autorité, etc., ils sont extrêmement puissants. En revanche, sur le sujet du climato-scepticisme, la France est un des pays les moins climato-sceptiques où la question du changement climatique est la plus acceptée. On est dans les premiers pays du monde à considérer que c'est un problème majeur. Alors, François, sur ce sujet-là, avait une position au fond assez affirmée, je caricature à peine en disant, bon, bah, il disait, j'ai une citation, page 216, mais je vais abréger, il disait, ben, la question environnementale, elle sera réglée quand on aura réussi à l'insérer dans le fonctionnement du marché, et ce qu'il appelait le capitalisme environnemental, qu'on appellerait aujourd'hui le capitalisme vert, et que pour ça, évidemment, le rôle des États était essentiel pour créer ces nouveaux marchés. Bon, je ne sais pas si François tiendrait encore cette position aujourd'hui, mais à moi, il me semble que les choses se sont révélées plus complexes, plus difficiles, mais surtout, là aussi, avec un éclatement profond des récits et des visions. Si on prend le sujet de l'écologie aujourd'hui, on voit que le spectre des récits, des visions, des points de vue est extraordinairement ouvert et peu consensuel. Bon, à un extrême, vous avez les thèses de l'effondrement, qui sont plus du tout des thèses marginales. Il faut voir combien Pablo Servigne vend de livres, etc. Et puis, au fond, un certain nombre de gens pensent que la déconnexion aujourd'hui est la seule position tenable. Au passage, les positions très répandues aujourd'hui et écoutées de Bruno Latour consiste à dire bon, il faut arrêter de s'occuper de l'économie parce que l'économie, même le vocabulaire, tout ça ne correspond pas au monde dont on a besoin, sont des positions qui sont extrêmement entendues et qui, à mon avis, sont un peu irresponsables parce que quand on voit ce que provoque une réduction même légère de l'activité, des gens comme Bruno Latour ne nous disent pas comment on va faire pour éviter que le retour le mot retour n'est pas le bon, mais enfin le changement d'axe de la politique vers un rapport complètement différent à la Terre, oubliant l'économie, comment on va s'en sortir sans créer des inégalités et des tensions sociales absolument majeures. Bon, à l'autre extrême, justement, ben, vous avez les gens qui sont confiants dans les ressources de la technologie, alliés au capitalisme. Le dernier livre de Bill Gates, je pense, est très intéressant. De toute façon, j'ai toujours lu avec beaucoup d'intérêt les blogs de Bill Gates, qui est de dire, ben, au fond, avec les ressources de la technologie et la mutation du capitalisme lui-même, on va arriver à une mutation, mais qui ne va pas être facile parce qu'elle va passer par une dévalorisation massive, évidemment, d'actifs existants et aura besoin d'engagements plus ou moins massifs des États également. Bon, entre les deux, la position dominante aujourd'hui, c'est au fond celle qui domine la politique française, par exemple, au niveau notamment des collectivités locales, où au fond, là d'attendre que les États et la collectivité internationale des États bougent vraiment, eh bien les gens, les acteurs reportent leur énergie sur l'action locale, sur l'action modeste, sur l'action territoriale. En France, tout particulièrement, écologie rime désormais de manière apparemment totalement évidente avec proximité. La proximité étant valorisée pour elle-même.
et apparaissant en même temps comme une espèce de motion de défiance massive, hein, maintenant vis-à-vis du grand, du global, du général. Je me demande très souvent, et ce n'est pas une clause de style parce que je fais cette conférence, mais très souvent je pense à François quand j'entends ses discours, et je me demande ce qu'il aurait pensé de ce retour du local qui est quand même très frappant, et de ces formes qui sont parfois déroutantes pour notre génération, l'enthousiasme pour l'agriculture urbaine, les circuits ultra courts dans tous les domaines, etc. Ce qui est très étonnant, c'est que ce retour du local ne se fait pas contre le national ou l'Europe, mais à côté d'une certaine façon. C'est ça qui est un peu étonnant. Et je pense que là, moi j'ai une attitude nuancée vis-à-vis de ça, parce que je pense que d'un côté, il y a une énergie de changement, là je rejoins Bruno Latour sur ce point, une énergie de changement tout à fait considérable, le territoire bouge effectivement, et en même temps, il y a toujours le risque d'une forme de repli localiste, et parfois plus que le risque, et l'oubli en fait qu'on est dans un monde extraordinairement interdépendant. Par exemple, le rejet de la mondialisation aujourd'hui est absolument massif, alors qu'en réalité, on sait bien que si on veut, par exemple, lutter contre des choses désagréables comme les pandémies ou gérer des biens publics mondiaux comme le climat, il n'y a pas d'autre solution qu'en fait de nouvelles formes de mondialisation, en tout cas d'accord international. Donc, je trouve qu'il y a un côté là, un glissement qui a des aspects extrêmement positifs, mais qui mériterait quand même d'être interrogé, parce que si on oublie ces interdépendances qui sont considérables, eh bien, on passe quand même à côté de choses tout à fait essentielles, en particulier sur le sujet des solidarités, parce que là aussi, il faut quand même rappeler inlassablement que les solidarités, elles passent du micro local. Alors, je suis frappé, je vais m'arrêter là. Je suis sûr que le rationaliste optimiste qu'était François l'aurait été comme moi, par aussi un certain reflux des ambitions à grande échelle, de la timidité, voire du rejet vis-à-vis des projets d'envergure dont on a besoin. Les Anglais, par exemple, et les Danois sont en train de faire des grandes îles éoliennes, alors que nous, on est plutôt sur du micro-local, et que ces projets, on en a aussi besoin si on veut prendre les défis climatiques et les autres véritablement au sérieux. J'ai envie quand même, je ne résiste pas à l'envie de terminer sur une anecdote que j'ai souvent racontée et qui m'a beaucoup frappé. J'ai eu la chance de présider le jury Europan, qui est encore un dispositif que François a lancé. On le retrouve à tous les carrefours. Et le thème, c'était la ville productive. Entre-temps, d'ailleurs, le PUCA a lancé un très joli appel d'offres sur ce sujet de la ville productive. Donc, ça consistait à donner à des jeunes architectes, urbanistes, paysagistes, des terrains, comme d'habitude dans des sites, comme d'habitude dans Europan, et de leur demander d'imaginer un devenir productif de ces sites. J'étais quand même absolument sidéré, mais ça c'est l'effet générationnel, que la quasi-totalité, mais pas 60%, 98% des projets de villes productives, c'était des potagers urbains, des fermes urbaines, le retour à l'agriculture. Il y avait se glisser entre les projets de fermes urbaines et d'agriculture urbaine quelques projets de sites de recyclage pour des matériaux usagés parfois. Bon. Moi, j'ai rien contre. Comme on entend bien, c'est pareil. Mon but n'est pas d'ironiser là-dessus. Mais l'histoire, c'est que évidemment, ces sites étaient tous gérés de manière. Tous ces sites étaient ensuite gérés de manière collaborative et coopérative grâce à des outils Internet, à des smartphones, à des applications. Certains avaient déjà commencé à créer des applications. Moi, j'avais une question bête qui était de dire
où poussent les smartphones? Est-ce qu'ils poussent où les smartphones? Alors, on peut dire on peut se passer de smartphone, mais André Gorz lui-même, qui n'était pas technophile, a dit, à la fin de sa vie, a dit mais il faudrait quand même qu'on invente une société de la sobriété, mais dans laquelle quand même on ne va pas se débarrasser des ordinateurs. D'ailleurs, il était fasciné par le monde informatique. Et voilà, donc est-ce qu'on considère que maintenant en Europe, toutes ces technologies nouvelles font partie du paysage, au fond, complètement, sachant qu'elles sont faites avec qu'elles sont réalisées essentiellement aux États-Unis et en Chine. Est-ce qu'on veut être simplement les spectateurs de ce nouveau monde, ou est-ce qu'on veut aussi participer au monde de la technologie, ce qui à mon avis n'est pas du tout incompatible avec la nécessité, c'est le sens de mon dernier livre, de revenir à des formes de sobriété, à la fois dans les comportements et aussi dans les technologies elles-mêmes. Ce qui ne va pas dans les technologies, c'est qu'on a des technologies aujourd'hui qui sont beaucoup trop sophistiquées. J'explique qu'une des raisons de notre explosion de dépenses énergétiques, c'est qu'on a une profondeur ce que j'appelle une profondeur technologique aujourd'hui dans nos objets qui est totalement absurde. Pensez aux voitures, et donc imaginons qu'on puisse revenir à des voitures avec beaucoup moins d'automatisme, des choses beaucoup plus simples qui marcheraient aussi bien et même beaucoup mieux et qui seraient où les humains garderaient leur place. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Évidemment, au fond, sur le constat que le livre de François, d'une certaine façon, ce n'est pas du tout une critique, se situe un peu à la charnière, un peu, c'est ça qui est intéressant, des récits anciens auxquels on a beaucoup participé, qui correspondaient à un processus de modernisation qui n'était pas du tout consensuel, mais qui était au contraire très disputé, mais c'était comment est-ce qu'on partage les fruits de la croissance, comment est-ce qu'on partage le pouvoir dans l'entreprise, etc. Toutes ces questions, elles restent là, elles ont été recouvertes par d'autres questions, et je pense qu'on n'avait pas, ni François, ni aucun d'entre nous n'avait prévu l'obsolescence aussi rapide de ce récit ancien de la modernisation, qui nous paraît maintenant déjà ancien, et pour le chaos où nous sommes. Voilà. Et nous sommes très très nombreux, je crois, à regretter que François ne soit plus là pour apporter sa puissance d'analyse, de proposition et la force de son indéfectible optimisme. Voilà, j'étais beaucoup trop long, pardonnez-moi, mais voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Pierre, pour ce discours, cette conférence quand même au minimum alarmiste et en effet assez pessimiste. Et par rapport à ça, c'est vrai que le regard de François et ses analyses nous seraient très, très précieuses. Moi, je reviendrai sur ce dernier point, peut-être en conclusion. Mais en tout cas, je vais te faire part d'un certain nombre de commentaires qui ont été écrits tout au long. Alors, je vais le lire sur mon grand écran, excusez-moi, je vois quand même beaucoup mieux. De Marie Dectelar Anna. Aujourd'hui, bonjour et merci pour ce webinaire très intéressant. Peut-être faut-il poser la question de la démocratie économique, sociale, écologique, pour que certains ne puissent pas l'opposer à la démocratie politique. C'est une question. Ça, c'est une première question. Peux-tu répondre à chaque fois ou je te laisse? Non, on va prendre quelques questions parce que... Bon, voilà. Alors après Charlotte te demande de mettre le lien de l'enquête que tu cites, que tu puisses le mettre un moment sur le site, de Jean Coldefy. C'est confirmé, ce que tu disais là, c'est confirmé par les enquêtes de la Fondapol au niveau européen et mondial. C'est encore plus vrai pour les jeunes. Alors elle te donne un lien. Lire aussi Hervé Lebras, se sentir mal à l'aise dans une France qui va bien. Très étonnant. Dans une France qui va bien. Oui, oui. Voilà. Ensuite, toujours Marie Declercq, mais c'est la même question. Comment distinguer démocratie économique, sociale, écologique pour ne pas l'opposer à la démocratie politique? De Jean Coldefy. Le pessimisme tout court a gagné du terrain. Dieu est mort avec Nietzsche. La croyance en l'idéologie communiste et ensuite libérale est morte. Idée de progrès critiquée par l'extrême gauche depuis longtemps. Il reste l'environnement qui devient en conséquence une quasi-religion.
Quand vous tuez les croyances, elles ressortent sous une autre forme. Ah ben j'aime bien ça. Aujourd'hui, les fake news et la décroissance couplée à l'environnement, la récession est le mot du monde réel pour décroissance. Ce seront toujours les plus faibles qui en subiront les conséquences. De Ariela Masmouchi. La question de la proximité est sans doute féconde et n'est pas neuve, car elle existe déjà dans les utopies urbaines. Mais elle pose problème quand elle s'érige en système fermé qui résout tout. Peux-tu développer ce point, ton propos? Bon, moi, je Voilà. vais peut-être. C'est déjà pas mal de questions, hein. Oui, bah pour le moment, j'en ai pas d'autres. Bon, moi, je vais peut-être commencer par la question de Marie de Ketlar. Oui, bien sûr, la question de la démocratie économique, de la démocratie sociale, de la démocratie écologique sont des questions qui sont posées, mais je pense que quelque part, il y a tout ça communique quand même, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer que la démocratie politique fonctionne mal et puisse être remplacée par. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est, par exemple, la démocratie écologique, hein. Je pense que la démocratie, c'est un concept englobant. Ça ne se réduit pas à la question des élections, etc. Il faut avoir une vision plus large de ça. C'est l'idée fondamentale que dans les sociétés dites démocratiques, le pouvoir appartient en dernier ressort au peuple. Alors, je sais que la notion de peuple a énormément varié selon les périodes, hein. Bon, vous remontez par exemple aux origines de la démocratie américaine, un moment très important, hein, les pères fondateurs de la démocratie américaine, il a quand même fallu très 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 longtemps pour qu'on considère que les Noirs et les femmes faisaient partie du peuple. Bon, il n'y a pas besoin forcément d'aller aux États-Unis, même si la prééminence gigantesque de la question raciale même, dès le début même de la démocratie américaine, continue à empoisonner la vie de ce pays. Bon, je pense qu'on a besoin d'un récit, global. Et moi, mon constat aujourd'hui, et c'est un constat qu'on peut partager aussi, qui touche tout le monde au fond. J'ai eu l'occasion de parler de ça avec des syndicats, etc. C'est le constat que on n'a plus de récit global, quoi, autour duquel, y compris s'affronter. On a des récits qui sont maintenant parallèles les uns par rapport aux autres. Regardez ce que j'ai dit sur le récit écologique. Moi, le problème n'est pas tellement qu'il y ait des formes de récits extrêmement différentes et des points de vue extrêmement différents, c'est que ces points de vue ne communiquent pas entre eux. Ils sont en quelque sorte développés en parallèle et ça devient, on est très très vite catégorisé dans une où c'est pas nouveau non plus, ça a toujours existé, on a toujours eu des amalgames, etc. On a toujours disqualifié les gens en disant toi tu es telle position, tu es réactionnaire parce que, etc. Mais maintenant ça devient, je trouve, quand même extrêmement difficile, quoi, parce que il y a une partie des gens qui simplement ne veulent pas écouter ce que d'autres ont à dire dès lors qu'ils utilisent par exemple le vocabulaire de l'économie. Bon, le but aujourd'hui, c'était de parler de François, mais Elisabeth, tu as évoqué mon dernier livre. Moi, j'essaie de trouver une espèce de voie un peu impérieuse, là, entre l'économie. Je n'utilise pas du tout les mots de croissance et de décroissance. Je dis ça par rapport à la remarque de Jean-Paul Defille, parce que c'est des mots totalement piégés. Et quand on rentre là-dedans, on est mort. Mais je dis que si on n'arrive pas à réintégrer la perspective écologique, aussi prégnante soit-elle, dans un changement de paradigme global, et pas simplement une succession, une série de processus, de mesures, comme on dit aujourd'hui, de décarbonation. On va décarboner les transports, on va décarboner le bâtiment. Ça, c'est l'actualité. C'est ce qu'on est en train de discuter au Parlement sur qu'est-ce qu'on retient des propositions. On est complètement en deçà du véritable sujet. Le véritable sujet, c'est d'inventer une société, une économie, une société qui soit globalement plus sobre. Et ça passe par des équilibres différents entre les différents types de secteurs. Bon, moi, je développe l'idée qu'on a une piste très intéressante
ce que j'appelle les secteurs humano-centrés, c'est-à-dire la santé, l'éducation, etc. Bon, parce que ce sont des secteurs qui potentiellement sont à la fois plus sobres et qui en même temps correspondent à de la création de valeur. On a besoin de continuer à créer de la valeur et plus concrètement même de créer des bons emplois. Si on va vers une société qui ne crée plus de jobs, qui ne permet plus à des gens d'envisager de vivre, on va être extrêmement mal. On le voit aujourd'hui avec la pandémie, même si les amortisseurs mis en place par l'État sont extraordinairement puissants et que la situation serait bien plus grave, quoi. Donc c'est ça, moi, pour ça que je parle un peu de chaos, parce qu'on a aujourd'hui des discours parallèles qui n'arrivent plus à s'organiser. On a un discours cohérent. Et quand on tient, pour en venir à mon livre, c'est vrai aussi pour d'autres, hein, je sais que ce livre va être totalement, immédiatement disqualifié par une partie des gens préoccupés par l'écologie parce que j'utilise simplement le vocabulaire de l'économie. Et comme on va dire, bon, moi, c'est encore le capitalisme vert, etc. Ce n'est pas du tout ma position. Mais ça, je vois Elisabeth qui sourit, mais je trouve ça très inquiétant. Hein. Je trouve ça franchement inquiétant. Moi, je suis comme François, je suis un optimiste et un rationnel, mais je constate qu'on est sur des trajectoires difficiles, quoi, et que ben voilà, il va falloir se battre peut-être pour des choses assez basiques dont on ne pensait pas pour lesquelles qu'il faudrait se battre pour ces choses-là. Alors ensuite, la question de la proximité que repose Ariella. Oui, la question de la proximité, ça a toujours été, dans les utopies urbaines, ça a toujours été important. Je connais aussi l'école italienne et tout ça. Et encore une fois, ma position, elle est balancée là-dessus. Je pense que François aurait eu probablement des positions du même genre, je ne veux pas le faire parler. Mais je suis à peu près sûr qu'on aurait été en phase là-dessus. Bon, d'un côté, évidemment, il y a une source d'innovation, une source d'énergie. Ça marche aussi parce que ça rejoint des attentes plus profondes des gens. Cette valorisation de la proximité, elle rencontre, à mon avis, elle prend beaucoup le discours de l'écologie, mais elle rencontre des attentes profondes des gens, et en particulier l'attente de reprendre la main, reprendre le contrôle de sa propre vie. J'ai intitulé une partie de mon livre « Une révolte contre l'abstraction ». C'est-à-dire aujourd'hui, on le voit par exemple dans les jeunes qui sortent, y compris des grandes écoles, ils ne veulent plus forcément aller dans des mégastructures où c'est la course du rat pour arriver dans le labyrinthe, pour arriver au sommet. Parce qu'au fond, dans toutes ces structures, c'est aussi je pense, une des raisons du malaise que les gens éprouvent vis-à-vis de la vie métropolitaine. Dans ces structures, au fond, on est des maillons dans des chaînes dont on voit plus, dont on connaît même plus le départ et l'arrivée. On est dans des grandes structures bureaucratiques, ou pas bureaucratiques d'ailleurs. Voilà. Et on ne voit pas ce qu'on fait. Et je pense que cette valorisation de la proximité, avec au fond le versant écologique qui lui donne du grain à moudre, il correspond à cette volonté de revenir à une certaine maîtrise sur sa propre vie. C'est très fort chez les jeunes, et je trouve que c'est très positif. Une volonté de voir ce qu'on fait. Hein. Regardez le nombre de livres qui sont publiés sur le fer, l'éloge du carburateur, les intellos qui deviennent charpentiers, etc. Et tout ça, ce n'est pas du tout anecdotique, parce qu'on a envie et donc, moi, je connais beaucoup de gens, je pense que vous en connaissez aussi dans votre entourage, qui ont plus envie d'aller dans ces grands machins et qui disent « mais moi, je préfère faire un truc petit, modeste, mais où je vois ce que je fais et où j'ai l'impression de vivre ma vie et pas celle de quelqu'un d'autre ». Bon, ça, c'est éminemment positif et c'est une source d'énergie fantastique qui est problématique pour les grandes organisations. Un certain nombre de grandes boîtes aujourd'hui se posent des questions de recrutement parce que les jeunes, même les plus diplômés, ne veulent plus forcément y aller, quoi. Bon, ça c'est très bien. Mais en même temps, il y a cet aspect de déconnexion quelque part
au moins relative, qui est quand même problématique, parce qu'on sait bien que nos sociétés, elles sont très, très interdépendantes, qu'il a fallu de longs combats pendant j'allais dire de longs siècles pour bâtir des systèmes de solidarité qui sont nationaux, qui aujourd'hui sont trop petits et pas trop grands. Je répète, je pense qu'on va doucement vers des formes de solidarité budgétaire européenne, on est encore très très loin. On est très très loin d'une solidarité à l'échelle mondiale. Regardez la question des vaccinations, c'est très gentil de se faire vacciner, chacun dans sa petite bulle, mais enfin, de toute façon, si le virus continue à se développer dans les pays les plus pauvres, il va nous revenir à la figure d'une manière ou d'une autre. Donc on est dans le même bateau, et ce bateau, il est mondial. Et donc, quelque part, je trouve que ce qui m'inquiète peut-être le plus dans ce néolocalisme, c'est que c'est quand même un néolocalisme de nantis, quelque part, et qui oublie en fait que la société fonctionne aussi grâce à l'interdépendance. Si beaucoup de gens aujourd'hui peuvent faire de l'agriculture biologique, etc., c'est aussi parce qu'il y a derrière des systèmes de backup publics, etc., qui sont quand même assez importants. Donc, se lancer dans les arts, etc., on est des sociétés quand même avec des filets, quoi qu'on en dise, qui restent extrêmement importants. Donc, moi, oui au local, non au localisme. C'est ça ma position. Voilà. Je ne sais pas si je réponds aux questions. Très bien. Alors, il y a juste un commentaire qui t'est arrivé, qui commente, mais qui semble d'accord avec ce que tu disais, à propos des gens qui ne supportent pas un autre point de vue, de la difficulté à avoir un débat démocratique face à des approches quasi religieuses. C'est-à-dire que les autres seraient. Voilà. C'est pas Et puis, nouveau. Hein. Il y a eu toujours, si on prend l'histoire des partis politiques, à droite ou à gauche, il y a toujours eu, on a toujours anathémisé diabolisé les adversaires. Le dialogue n'a jamais été, entre les socialistes et les communistes, le dialogue n'a jamais été facile, par exemple. Mais je trouve que, moi, il me semble quand même, je ne sais pas si j'arrive à bien l'exprimer, mais il y avait une différence. On était dans un même monde. Hein. Et c'est ce que j'appelle, moi, François parle d'hypermodernisation, à très juste titre, parce que c'est le processus de modernisation qui se poursuit, qui se radicalise, comme dit Alain Bourdin, encore que plutôt se généralise aussi, à la fois il se généralise et se radicalise. Mais on avait cette espèce de fond commun, quoi, qui fait qu'on pouvait à la limite s'insulter, mais dans un cadre, dans la même pièce, quoi. Hein. Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens habitent des mondes différents. Quoi. Voilà. Et ça, l'Internet a quand même joué un rôle, c'est quand même l'effet majeur de l'Internet, de constituer ces petits mondes où on se regroupe par affinité, et on s'aperçoit que les groupes d'affinité, ben, ils peuvent être très nombreux. Donc à ce moment-là, vous êtes confirmé, conforté. Hein, il y a un processus d'auto-confort dans vos croyances, fussent-elles délirantes. Voilà. alors, si je peux me permettre, tu parles d'Internet. Moi, je tombe sur une des phrases de François dans son livre La société évolue, la politique aussi. Les technologies de l'information et de la communication seront donc un enjeu considérable pour la vie démocratique dans les années à venir, mais elles recèlent aussi de possibilités de favoriser oui, elles recèlent autant de possibilités de favoriser la démocratie représentative que de la mettre en cause. Elles joueront donc des rôles considérables parce qu'elles seront utilisées par les acteurs. Alors, je Oui, pense que, alors la dernière fois, Jean-Louis Cohen avait parlé de cette expression qui nous avait tous plu, qu'il avait empruntée à un auteur, le plagiat par anticipation. Mais par exemple, sur ces histoires de vaccin, plagiat par anticipation. Euh, et euh, moi, en lisant ce livre, en relisant le livre de François, j'en ai vu plein, 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 en particulier dans le domaine de la santé, de la vaccination, des problèmes, enfin, des solutions qui résoudront un problème, mais en soulèveront beaucoup d'autres. Alors d'abord, je vais poser une question en général à tout le monde, s'il n'y a pas d'autres questions, à mes collègues s'ils n'ont pas relevé aussi d'autres questions.
Mais moi, je pense que ce que François aurait eu par rapport à ce constat, à cette situation, il aurait commencé par euh, identifier ces individus qui, en effet, s'imaginent que, se cloisonnent, parce que dans individuation et socialisation, il y a aussi toute cette notion d'interdépendance, et puis il y a aussi toute cette réflexion sur la difficulté à bâtir un intérêt général aujourd'hui, qu'il faut donc complètement revoir les manières de concevoir l'intérêt. Il serait parti de là pour ensuite en faire une théorisation, en proposer une théorisation qui aurait eu le mérite, sinon de susciter une nouvelle réalité, mais du moins de nous donner un regard plus optimiste sur ce qu'il arrive, je pense. Oui, mais Elisabeth, premièrement, ce que je dis n'est pas du tout une critique du livre, hein. Je pense Non, que non, 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 mais c'est le voilà. constat, moi, ça me rend sensible au fait que c'est comme quand on dit euh, les premiers portables, c'était en 2007. Souvenez-vous de ce que vous faisiez en 2007, c'est quand même hier, hein. Et regardez à quel point ça a changé les choses, en bien et pas forcément en bien. Les réseaux sociaux, c'est quand même par bien des aspects une catastrophe qui n'était pas annoncée vraiment par personne. Dire, il y avait quelques esprits grincheux, anti-technologiques, etc. Mais personne n'avait vu quand même, on n'aurait pas imaginé. Et donc, c'est vrai que François, il est prudent, il est mesuré, il dit les technologies, on sait bien qu'elles n'ont pas d'effet par elles-mêmes, ça dépend comment elles sont appropriées, etc. Le simple constat que je fais, c'est que cette vision relativement optimiste qu'on était nombreux à partager et qu'on essaie de garder, eh bien, elle est quand même assez sérieusement secouée par les faits, quoi. Voilà. Voilà, Et donc, vraiment. Donc, une question à continuer il faut le regarder et il faut effectivement essayer par rapport à ça de, de bâtir des visions non pas alternatives, parce que chacun, enfin, le problème est tellement vaste, mais il faut déjà analyser ce qui se passe, il faut l'analyser de manière quand même assez lucide. Il y a Chamon, par exemple, c'est pas un prophète de malheur, hein, c'est pas un type qui, comme il y en a, hein, il y a des gens qui adorent contempler les désastres et ils les inventent éventuellement s'il n'y en a pas, la Schadenfreude et tout ça. Bon, ça, c'est une position bien connue. C'est pas du tout le cas, hein. C'est quelqu'un qui est très rationnel, assez froid. Il y a des débats, par exemple, sur le site de la Fondation Jean Jaurès où il discute de ça avec Finkelstein. C'est une analyse froide qui reste plutôt mesurée, mais qui quand même tire la sonnette d'alarme. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Ah, mais ça, certainement, c'est sûr. On finit par ne plus on finit par croire que les choses sont comme elles sont. Franchement, cette enquête fracture française, moi j'ai des trucs que je connaissais, mais je les regardais d'un peu plus près. C'est quand même inquiétant quoi, de voir ça. C'est quand même inquiétant. Et il ne suffit pas d'avoir des bonnes phrases par rapport à ça, quoi, hein. Ce qui est d'ailleurs assez frappant sur beaucoup des tableaux que j'avais prévu de vous montrer, c'est la singularité des électeurs de Macron. Les électeurs de Macron se singularisent par le fait qu'ils sont souvent, ils sont les seuls à être un peu sur une position, par exemple, plus ouverte par rapport à la mondialisation, etc. Alors, on va dire c'est parce que c'est la droite libérale, etc. C'est plus compliqué que ça, hein. C'est plus compliqué que ça, parce que la droite, par exemple, est plus pessimiste. La vraie droite, voilà. Mais franchement, moi, quand on lit que 36% des Français considèrent que la démocratie n'est pas forcément le meilleur système, quand même, ça interroge, non? Ah non, mais c'est clair. Alors, peut-être qu'on ne va pas trop tarder à mettre fin à cette conférence parce qu'il est déjà pas loin de 16 heures. Je te lis encore deux questions de Mireille Appelmuller. Est-ce vraiment une évidence que les réseaux sociaux sont une catastrophe? Peut-être faut-il garder l'héritage marxiste d'une vision dialectique. Et puis, Jean-Luc Romelard,
qui nous dit riche réflexion que ce jour, merci Monsieur Wells. Alors, Alors, le deuxième, je n'ai pas besoin de répondre, mais non, pas besoin de non, mais répondre. les réseaux sociaux sont, quand on dit sont une catastrophe, c'est évidemment un résumé, parce qu'en même temps, ça permet des choses formidables, les, euh, les mobilisations bon, les printemps arabes qui n'ont pas très bien tourné, vous reconnaissez aussi, hein, bon, etc. Mais quand même, enfin, on voit qu'on avait, disons, ce que je dis, c'est pas que c'est. Évidemment, il faut garder une vision balancée. Il y a des choses positives et d'autres qui sont moins. Euh, mais quand même, globalement, ça a créé des phénomènes. Il faut quand même prendre la mesure de ce que sont aujourd'hui ces phénomènes de fake news, ces phénomènes de rapport distancié à la vérité. Un président des États-Unis qui gouverne par Twitter en disant n'importe quoi, c'est quand même des trucs, on finit par s'habituer, par trouver ça relativement normal. C'est quand même extraordinairement grave, quoi. Quand même extraordinairement grave. Et regardez ce qui se passe en Europe. La Pologne, qui était le bon élève, qui est peut-être le pays qui a le plus profité de son entrée dans l'Europe nouvelle, est quand même devenu un État autoritaire avec des évolutions antilibérales extrêmement inquiétantes. Je ne parle pas de la Hongrie, je ne parle pas de l'Autriche qui est dirigée par l'extrême droite, on ne va pas continuer à vous casser le moral, mais il faut quand même regarder le monde tel qu'il est, quoi. Voilà. Alors, Et invoquer la dialectique, ça ne résout pas le problème, hein. il y a encore une Les remarque. réseaux sociaux, par exemple, moi je pense par exemple, enfin, je ne sais pas si vous avez vu je pas. Moi, je fais partie des gens qui continuent à être très excités par les promesses du numérique. Je pense qu'il y a des, il se passe des choses formidables autour du numérique, hein, et éminemment positives. Mais enfin, il faut quand même pas voir que ce côté-là, quoi. Et je pense que on avait tous, il y a 10 ans, si on se projette 10 ans en arrière, on n'aurait pas imaginé, on aurait dit oui, mais ça c'est des à côté négatifs, on n'aurait pas imaginé quand même l'ampleur que prendraient des phénomènes un peu d'éclatement social. Le mot archipel n'est pas le bon, mais quand même d'éclatement de la société. Vous avez déjà essayé de discuter avec des gens qui sont sur des théories complotistes? Vous avez essayé? Intéressant, hein? Ah oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en connaît même personnellement quelques-uns, une sociologue bien connue. Voilà, c'est quand même très, très étonnant. Voilà. Alors, il y a une remarque intéressante de Jean-Paul Defy, oui, c'est ça, Jean-Paul Defy, où la Oui. question serait, sommes-nous prêts pour les réseaux sociaux? L'influence des élections américaines de 2016 sur le Brexit, la polarisation des opinions qu'ils induisent pose de vraies questions sur notre capacité à les gérer. Donc là, c'est un retour sur la manière de. Oui, oui. Et puis, il y a aussi cette question que j'ai évoquée un peu trop rapidement, parce que je n'ai pas raconté ce qu'il y avait dans le livre de Munch, cette question de est-ce que c'est vraiment le peuple aujourd'hui qui gouverne? C'est quand Non, même mais pas ça, évident. on va revenir dessus. Ouais. C'est quand même pas évident. C'est-à-dire que ça interroge quand même les formes de la démocratie. Et la démocratie dite participative, ça n'est qu'une réponse extrêmement partielle. Et d'ailleurs, il ne faut surtout pas opposer là. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent mais il faut maintenant la démocratie participative généralisée, tout le monde doit discuter de tout. Pierre, soudain, ton micro a lâché. Hein. On ne t'entend plus. Alors, Pierre, alors, je vais lui faire un signe pour voir. Peut-être qu'il est temps, à près de 16 heures, Oui, de conclure. Ah oui, il perd le réseau. Ariella dit que tu as perdu le réseau. Alors moi, effectivement, comme il est déjà 16 heures bientôt, moi je vous propose de conclure cette conférence. En tout cas, le débat, les questions qui ont été lancées et puis les bribes de débat qui se sont engagées militent vraiment pour que, à la suite de ces conférences, on arrive à passer à une véritable rencontre
en présence. Et d'ici là, en tout cas, il nous reste une conférence qui aura lieu le 10 mars à 14h30 de Dana Diminescu, qui nous parlera de l'individu hyperconnecté et des nouvelles formes d'exclusion. Encore une manière de parler aussi du numérique. Alors, je voulais aussi signaler l'article, enfin le numéro spécial de la revue Urbanisme, le numéro 419, avec toute une série d'articles qui ont été cités et qui sont très intéressants, et parmi lesquels il y a, sur la relation à la démocratie, l'article de Gilles Delalex, que j'avais noté sur un de mes papiers, mais que j'ai bien évidemment égaré, peut-être l'architecture de l'hyperdémocratie. François Cher appelait à une mise à jour radicale de la démocratie, et donc il commente ça sur l'architecture de l'archidémocratie, qui est tout à fait intéressant. En attendant de retrouver Pierre Vels, j'espère, je vous salue tous et je vous donne rendez-vous, je vous remercie infiniment, et je vous donne rendez-vous au 10 mars avec la conférence de Dana Diminescu. Merci beaucoup. Au revoir.